En général, c'est comme quand tu travailles en soins pal puis que tu te donnes, là, tu ressors jamais de ton corps de travail tout à fait la même personne que la veille. Je suis là quand il meurt, je suis là qui fait des funérailles, mais avant qu'il meure, on l'a soigné à domicile, là. Et puis après ça, on les enterre nous autres mêmes. Salut, je m'appelle Catherine Dorion, je suis députée de Tachereau au centre-ville de Québec et comme tout le monde en 2020, je fais un podcast. Pour le monde d'ici puis pour le monde d'un peu plus loin aussi, parce qu'on est tous dans le même bateau. Bienvenue à Nous ne sommes pas seuls. Salut chers auditeurs, aujourd'hui on a un des sujets les plus glamour au monde, la mort. Je veux parler de la mort parce que la mort a disparu presque et de plus en plus dans les dernières décennies de nos discussions, de nos vies. Il y a des époques où on vivait la mort, quand quelqu'un mourait, il fallait le veiller dans la maison pendant des jours, où les gens qui étaient en fin de vie, une maladie ou parce qu'ils sont vieux, vivaient là, entourés de leur famille jusqu'à la dernière seconde. Et donc, les vivants vivaient la mort des autres avant de vivre la leur. Ils pouvaient vivre 8 fois, 15 fois la mort de quelqu'un avant d'arriver à la leur. Et moi, je pense que ça faisait que le monde était moins angoissé de la mort. Puis tu sais, quand on y pense, toutes les angoisses qu'on vit dans la vie là, sont liées à l'angoisse de la mort. C'est l'animal en nous qui a peur de quoi? De mourir. Même si là, on vit dans une société super complexe puis qu'on a peur que notre boss soit pas content, que notre chum nous laisse, que je sais pas trop quoi. En fait, moi, je pense que le fait d'avoir enlevé la mort puis enlevé la fin de vie de nos vies nous rend tous plus anxieux, puis rend la vie plus épeurante. On reste comme des enfants devant la mort. C'est quelque chose qu'on voit pas, à quoi on s'habitue pas. Par contre, une chose à quoi on s'est vraiment habitué, c'est la souffrance. La souffrance qui précède la mort, on le sait qu'elle existe. La souffrance des gens qui meurent tout seuls, qui souffrent tout seuls, qui vivent leur fin de vie tout seuls. Ce qu'on vient de voir aller dans les CHSLD, c'est atroce comme souffrance psychologique, physique. C'est bien plus épeurant que la mort. C'est bien pire. Et c'est bien moins normal. Mais ces choses-là arrivent. Ces choses-là se passent. Les gens se sont atomisés, se sont isolés. Puis quand il y en a un qui souffre ou qui est malade ou qui meurt, il y a des chances qu'il soit tout seul. Il y a des chances qu'il soit abandonné. Des choses qui arrivaient presque pas à une autre époque quand on était moins atomisés. Puis ça vient avec ce que beaucoup de monde ont appelé l'érosion de l'empathie. C'est une belle expression, l'érosion de l'empathie. L'empathie nous vient naturellement pour les gens qu'on aime, notre communauté, les humains autour de nous. Mais il y a des systèmes, des modes de vie qui font que cette empathie-là, assez naturelle, s'érode, puis qu'on va tolérer de plus en plus de souffrance autour de nous. Et ça, c'est curieux, parce qu'on tolère la souffrance, on devient habitué, usé de la voir, la souffrance psychologique, la solitude, la souffrance d'aînés abandonnés à leurs angoisses et à leur sort, alors que la mort nous fait plus peur que jamais. Fait que cet épisode-là se penche sur la question de la mort. J'ai deux invités qui m'ont tellement touchée. Jacinthe Drapeau, qui était pendant des années infirmière en soins palliatifs, qui est une des filles les plus empathiques que je connaisse. Je pense qu'elle fait de l'hyper-empathie. C'est une amie à moi que je connais depuis le cégep, une artiste qui est jamais devenue artiste parce que la vie lui aura pas permis ça pour plein de raisons, qui est devenue infirmière en soins palliatifs. Et si je bois une bière avec, là, elle peut se mettre à parler de quelqu'un puis d'être tellement dans l'empathie qu'elle pleure pour cette personne-là en lui souhaitant du bien de façon tellement intense. En quelque sorte, elle était faite puis pas faite pour aller en soins palliatifs parce qu'elle avait tellement à donner que des fois c'est dur, puis elle va nous en parler. On va parler aussi à Gilles Kègle, qui est plus à présenter, je vous en parlerai un petit peu plus tard, qui lui va jusqu'à soigner les gens après leur mort. Et ça fait du bien aux vivants, vous allez voir. Fait qu'on se lance tout de suite avec Jacinthe Drapeau, ex-infirmière en soins palliatifs. Fait qu'aujourd'hui, on est avec toi, Jacinthe Drapeau. Bonjour. Jacinthe, t'es infirmière depuis une dizaine d'années. T'as travaillé pendant 7 ans en soins palliatifs à l'Hôtel-Dieu à Québec. Oui.
J'aimerais ça aujourd'hui parler avec toi de la mort, de notre culture par rapport à la mort. T'étudies aussi en éthique en ce moment. C'est une question qui t'a beaucoup habité. J'en ai parlé plusieurs fois avec toi. Ça fait partie de ta pensée. Ça me fascine, en fait, carrément. Ouais. Ça fait partie de ta pratique aussi. Oui. Fait que commençons par c'est quoi les soins palliatifs? C'est quoi que tu fais en tant qu'infirmière? Qu'est-ce qu'une infirmière en soins palliatifs fait? En soins palliatifs, finalement, on donne des soins. Donc, on continue de soigner activement. Donc, il y en a qui opposent ça aux soins actifs. Et moi, ça m'a toujours dérangé parce qu'on continue de soigner activement. Fait que c'est plutôt... La différence est plutôt entre les soins curatifs et les soins palliatifs. Parce que même les soins palliatifs, ça reste des soins actifs. Fait que les mots, quand on parle de ce genre de choses-là, sont super importants. Puis pour ceux qui ne le savent pas, là, la base, là, les soins palliatifs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font là, les malades? C'est des personnes, donc, finalement, qui ont une maladie qui va leur être fatale et qui sont dans leur tout dernier moment de vie. Et qui, avec eux, finalement, on n'a plus des objectifs curatifs. Donc, on n'a plus l'objectif de guérir la maladie. Donc, on sait que la personne est condamnée. C'est ça, mais ça peut durer, des mois, des fois presque des années, où les personnes vont être en soins palliatifs. C'est juste que l'objectif de nos soins, finalement, c'est pas de guérir la maladie parce qu'on sait que ça marchera pas. Puis comment... fait que t'en as accompagné plusieurs, t'en as soigné beaucoup, oui. T'en as vu mourir beaucoup. Qu'est-ce qui... Tu me parlais à un moment donné de diverses façons qu'avaient les gens de réagir à l'imminence de leur propre mort. Peux-tu m'en parler? Ouais, c'est fascinant ça aussi parce que, il y a tellement de façons de réagir. Puis des fois, même nous autres, comme soignants, ça nous surprend. Il y a des gens qui vont réagir dans le silence, dans la fermeture. Il y en a d'autres qui vont, au contraire, s'exclamer ou réagir très fortement, puis tout ça. Puis il y a beaucoup de rituels qui viennent avec ça, parce que chaque personne a des différentes façons de réagir à sa mort à soi. Mais elle a aussi différentes façons de vouloir l'ancrer dans le réel, parce que c'est un peu ça, un rituel, là, c'est d'ancrer avec quelque chose qu'on voit, qu'on perçoit, qu'on touche, quelque chose qui nous dépasse complètement, là. C'est ça, un rituel. T'as-tu des exemples ou des moments que t'as vécu qui te reviennent en tête, qui t'ont marqué? Oui, il y en a. Quand je pense à la ritualité ou la façon de vivre le mourir, finalement, vivre le mourir, tu sais, il y a tout le temps ce souvenir-là qui me vient. Je suis en train de donner des soins, tout simplement. Puis là, je m'en vais voir une patiente qui décède éminemment, là, qui va décéder dans les prochaines heures, maximum. Puis là, je rentre dans la chambre, puis la famille, c'était des personnes d'origine africaine qui étaient là, une grande famille. Puis ils sont tous autour du lit, donc tous autour de la personne. Puis ils ont tous un bréviaire dans les mains ouvert, puis ils chantent. Tu vois que c'est de la joie qu'ils chantent. Puis c'est fou. Et puis ça m'a rentré dedans, là. Je suis comme sortie de la chambre, puis j'ai comme fait « Ah, OK. Il y a peut-être quelque chose par rapport à la mort que nous autres, on comprend pas ici. » Puis que dans d'autres cultures, ils envisagent ça autrement, là, tu sais. Ton regard sur notre façon, en collectivité, de vivre la mort, autant celle de nos proches que la nôtre, là, si t'avais à dire comment tu vois notre culture de la mort. C'est une grosse bébite, hein? Oui, puis comment tu vois ça, puis qu'est-ce qui, selon toi, pourrait nous faire du bien, soit changer notre perspective? Ou... Avec le temps, moi, j'en suis venue à trouver ça tout à fait banal, la mort, là. C'est comme accoucher, quasiment. C'est comme, tu sais... Un stade de la vie. Un stade de la vie, tu sais. Fait que je me demande encore comment ça se fait qu'on est autant récalcitrant. J'ai l'impression qu'on pourrait trouver une espèce même de bonheur là, avec l'effet d'accepter ça. Que ça va arriver? Ben oui. En général, les gens sont pas assez conscients de ça, sont pas assez habitués à vivre avec cette... parce que c'est une douleur, là, tu sais, on veut pas vivre avec une douleur dans le fond de la tête. Fait que, évidemment, qu'on va faire plein d'affaires pour pas y penser, pour faire semblant que ça arrivera pas, pour... évidemment, ça va être un réflexe naturel de n'importe qui veut pas souffrir ou penser à des choses poches, là. Mais as-tu l'impression que notre peur de la mort, même là, on parle plus juste des malades qui sont condamnés à court terme, mais nous tous, là, on est condamnés tous à plus ou moins long terme. As-tu l'impression que le fait qu'on soit si peu intime avec l'idée de notre propre mort,
ça soit en partie à cause du fait que la mort a comme été enlevée de la vie ordinaire, que c'est comme mis à côté, qu'on s'est caché même, que qu'on doit pas en parler. Que... Oui. Puis il y a des experts qui seraient même capables de te dire que ça a un grand lien avec la perte des rituels, là, parce que ça fait encore partie de nos façons d'absorber la souffrance. Là. Les rituels? Oui, ouais. La ritualité, puis tout ça. Puis maintenant, c'est vrai qu'on observe beaucoup que maintenant, le décès, ça se fait, le corps est envoyé, mettons... à la mort. Entrepreneur, ouais. Entrepreneur funéraire. Juste le mot, c'est un peu intense. Un entrepreneur, en tout cas. Puis c'est ça. Puis vite, on fait les funérailles. Puis vite, il y a une petite cérémonie, blablabla. Puis là, il faut qu'on passe à autre chose, là. À un moment donné, C'est comme si tu disais qu'il fallait en profiter plus quand ça arrive. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui est bon là-dedans? Parle-moi de ce qui est bon d'en profiter plus. Qu'est-ce qui peut être bénéfique là-dedans? Dans vraiment prendre le temps de vivre ça, puis de peut-être vivre ça ensemble, puis de se laisser... C'est un peu intense, puis je suis pas certaine d'avoir mis tout à fait les mots sur ce que je ressens, mettons, par rapport à ça, là. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une façon de goûter au moment souffrant de la vie pour que ça nous mène plus loin, pour que ça nous apporte quelque chose en dedans, surtout dans le cœur, un peu dans la tête, dans le sens que ben oui, j'ai un reality check, ben oui, je vais mourir. Mais dans le cœur aussi, dans le sens de qu'est-ce que je fais maintenant avec le fait d'être frontalement mis en relation avec la mort, là. Non, mais quand on est confronté à la mort d'un proche, souvent, tu viens bien de dire que, genre, tu sais, des fois, ça... En fait, la plupart du temps, ça va assez vite. Puis juste l'idée des soins palliatifs, qui est très holistique, là, tu sais, les proches aussi sont un peu conviés à apprendre ce qu'ils ont à apprendre à travers la mort de leurs proches, là. Parle-moi un peu de ça, tu sais, de comment, genre, t'as des fois vécu dans ton expérience que, finalement, c'est l'apprentissage de la souffrance ou de la perte qu'avait à vivre la famille. Tu sais, je sais que tu me racontes des histoires des fois des gens qui arrivaient très rébarbatifs ou très contrôlants puis qui peu à peu se senti qu'ils avaient vraiment reçu un grand soin finalement psychologique. Oui, c'est ça. Oui, on donne beaucoup de soins psychologiques, effectivement. Puis ça se trouve encore, j'ai l'impression, dans la relation où le mourant ou la mourante va avoir une relation avec un être humain devant lui ou elle qui absorbe. Tu sais, quelqu'un qui reconnaît l'autre dans sa souffrance, qui va accepter sa colère ou ses méchancetés des fois. Tu sais, des fois, ils t'envoient chier, des fois, ils sont pas fins, les patients en fin de vie, ça peut arriver, tu sais. Puis encore là, tu sais, ça peut paraître un peu touché de dire que tu apprends et tu te formes de par la souffrance de quelqu'un, mais en même temps, oui. Ça fait partie de la vie, c'est là. C'est ça. Si on n'est pas capable, comme ça fait partie de la vie, on sait pas trop. Oui. On reste un peu... Vraiment, puis on n'est pas habitué, tu sais. C'est ça, on n'est pas habitué, on s'en fait pas trop vraiment parler. Toute notre société est organisée autour du fait que faut pas penser à ça, faut améliorer notre vie, ça va aller bien, bon... Faut être heureux, tu sais, mais faut être heureux maintenant, faut. C'est déjà une pression, tu sais. J'ai l'impression des fois que notre peur de la mort fait que comme c'est pas là, comme c'est très étranger, ben c'est là, on le vit de façon obligée, mais tu sais, comme on n'est pas relax avec ça, puis que y a pas justement les rituels de tu sais, quand le mort était là pendant des jours dans la maison, comme la vie allait moins rapidement peut-être à notre époque ou dans d'autres lieux du monde aujourd'hui, tu sais, où ils ont peut-être plus l'habitude de vraiment passer à travers ça, justement comme ça, avec des chants, avec toutes sortes de fêtes, des trucs. C'est comme si, comme ça fait pas partie de la vie, ça demeure quelque chose d'étranger, donc d'inconnu, donc de plus épeurant. Puis je me demande si notre peur de la mort est pas un peu liée à notre inexpérience de la mort des autres, parce qu'on va aller vivre celle de nos très proches, mais tu sais, c'est pas... Vraiment, oui. Puis il y a peut-être que je fabule, là, mais il y a peut-être eu des moments dans notre histoire où on était plus fréquemment exposés à ce genre d'expérience-là parce que, bon, c'est notre voisin, on allait veiller notre voisin, il y avait quelque chose de plus familier
dans ce genre de grosses étapes de vie-là, qu'on a peut-être un petit peu perdu maintenant, là, puis qui nous rend vraiment plus angoissés, vulnérables. finalement, plus angoissés Puis vulnérables, parce que maintenant, ces souffrances-là nous tombent dessus, puis on n'y était pas préparés, notre esprit n'avait pas travaillé là-dessus, sur cette possibilité-là. Il n'est pas agile face à cette réalité-là parce qu'il l'a pas vécu. Ben il est resté comme un peu enfant, un peu. Là. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Face à ça, avec des parts d'enfant. Oui. Fait que, maintenant, c'est quoi la solution? Ben, l'idée des soins palliatifs, tu sais, on parle des fois souvent, il n'y a pas assez de place en soins palliatifs. Oui. Puis, tu sais, tu peux-tu, pour ceux qui connaissent pas ça, là, y a-tu. C'est vraiment si t'avais criant. à comparer l'idée, ce que veulent créer les soins palliatifs comme façon de Comme la mort, approche. comme approche par rapport à une approche qui est plus à l'hôpital. Tu dis, Les soins PAL, au départ, c'est ça, prennent la mort pour un événement naturel de la vie. C'est pas nécessairement, tu sais, une pathologie, quelque chose qu'il faut craindre ou contre laquelle il faut se battre et tout ça. Donc, beaucoup de ce qu'on fait qui est relié à ça, tu sais. Juste accompagner. Donc, les personnes en soins PAL, ils vont pas... Il y a une plus grande importance qui est mise peut-être, je veux pas me dire, là, mais une préoccupation, mettons, assez importante qui est liée au fait de la personne qui est en train de vivre sa fin de vie. Qu'est-ce qu'elle désire? Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Comment elle veut que ça se passe, tu sais? Alors que peut-être dans d'autres spécialités médicales très curatives, très... on soigne et tout ça, on veut à tout prix sauver la vie, qui est une bonne chose. Ou allonger la vie. On s'attend. Ou allonger, ouais. Mais à ce moment-là, les médecins, des fois, adoptent une position un peu plus directive, dans le sens que vous avez ça, on va faire ça. Alors, les soins PAL sont un petit peu ailleurs de ça. Puis est-ce que tu as vécu tu dis on veut vraiment, on se concentre sur ce que la personne désire. Tu dirais que, je sais que ça doit être ben multiple, mais les gens en fin de vie, ils désirent quoi? Ils veulent, tu sais, ils veulent en général beaucoup avoir le sentiment d'avoir légué quelque chose, d'avoir transmis quelque chose. Les gens qui sont en train de mourir puis qui sont soit en difficulté dans leur famille, dans n'importe quoi d'autre chose, qui ont l'impression de ne pas avoir complété quelque chose, de ne pas avoir fait ce qu'ils voulaient. Et ces gens-là, en général, j'aime pas l'expression, mais ils meurent moins bien, mettons. T'sais. C'est comme si on voulait avoir passé quelque chose. Oui, donner quelque chose ou qu'il reste quelque chose de soi un petit peu après, tu sais. Puis ceux que tu dirais qui mouraient plus pacifiquement intérieurement, là, c'est quoi leur attitude? Je remarquais que ceux qui avaient des belles relations, avec soit des relations de couple, des relations amicales solides et fortes, souvent ces gens-là avaient le soutien qui les aidait à cheminer dans leur tête. Mais en même temps, il y a des mourants qui nous disent que les autres sont pas aussi aidants qu'ils l'ont été dans le reste de leur vie, parce qu'ils ont l'impression d'être vraiment confrontés à quelque chose qu'ils doivent affronter eux-mêmes, tu sais. Tout seul. Il y en a beaucoup. Face à la mort, ouais. On est seul. C'est ça. Il y a beaucoup de mourants qui m'ont déjà dit ça. Tu sais, tout le monde est là, puis je suis vraiment content. Ma femme, mon époux est là, mes amis sont tous là, mais je suis toute seule pareil, tu sais. Mais c'est une autre angoisse de la vie, ça. Oui. C'est même si des fois on dit que non, je suis Ouais. bien entourée, mais je suis toute seule pareil face aux Exact. angoisses qu'on a à vivre. Ouais. Puis ça, c'est difficile aussi à vivre pour l'entourage, la personne qui justement veut aider, veut supporter, veut accompagner, mais qui des fois a l'impression que il y a beaucoup d'impuissance là, qui est vécue par l'entourage. Puis qu'est-ce que si on pouvait être tous mieux préparés à la mort, qu'est-ce que tu penses que ça amènerait? Je pense qu'on aurait peut-être moins d'appétit pour le luxe en général. On aurait peut-être un peu moins tendance à être anxieux par rapport à des choses qui sont somme toute banales, genre je vais-tu perdre ma job? Ben oui, peut-être. T'en trouveras une autre. Mon chum, ma blonde, vas-tu me laisser? Peut-être. Tu feras autre chose. Tu sais, je sais pas. Oui, c'est comme si la peur de la mort était reliée à toutes les autres peurs, Oui, un peu. oui, parce que c'est comme si
tous les trucs pas le fun dans la vie qui nous arrivaient, c'était comme un petit reminder, là. Hey, tu sais, tu vas mourir. C'est pas toi qui contrôle. Non. Pas tout le temps le même, ça marche. Tu décides pas tout le temps. T'sais. C'est comme des petits rappels à l'ordre, on dirait. On n'aime pas ça. Alors que si on se laissait vraiment imprégner du caractère vraiment naturel de la mort, peut-être qu'on verrait ces petits rappels-là comme des « Ah, ben oui », puis on repart. Tu sais, je sais pas comment le dire. Sans être jeté à terre à chaque fois. Oui, sans être déchiré par en dedans. Là, tu penses-tu que les soins palliatifs comme approche, comme modèle, ont un rôle à jouer là-dedans, d'enseigner aux gens? Je parle surtout de l'entourage. Évidemment, chaque personne a à vivre sa mort, puis ceux qui tombent malades, c'est un processus qui est à vivre. Effectivement, ça fait partie de la vie. Mais autant eux que leur entourage, tu penses-tu que ça a un rôle quasiment d'éducation philosophique à jouer dans le monde? Oui. L'approche dans le temps, mettons, quand elle a parti, là, c'était beaucoup ça. C'était beaucoup le fait de reprendre dans nos vies des réflexes par rapport à ce moment-là précis. T'sais. Des réflexes de quelque chose de naturel et de faisant partie de tout le monde. T'sais. Ça fait beaucoup partie de l'approche. Puis effectivement, ça éduque aussi. Là. Souvent, on soigne aussi la famille quasiment autant que le patient. Des fois, on leur laisse quelque chose qu'ils vont peut-être, eux, utiliser dans leur vie. Puis là, on parle beaucoup des mourants puis de leur famille. Puis si on va de l'autre bord, puis on parle du côté de la travailleuse, de l'infirmière, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les stress, qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette profession-là par rapport à ton expérience de commencer, puis comment ça pourrait être mieux? Il y a beaucoup la difficulté. Dans le temps qu'on a, on n'a jamais tout le temps qu'on voudrait pour soigner. Vous n'avez jamais assez de temps? Jamais. Au début de ma carrière, mettons, tu sais, je sacrifiais volontiers mes pauses et mes heures de dîner pour soigner ou faire la job que j'avais pas eu le temps de faire. Parce que tu sentais qu'il y avait un besoin, puis que si tu avais suivi tes heures, tu pouvais être obligé. C'est juste comme impossibilité technique. Ça doit être ultra culpabilisant. Oui. Ah oui. Ça ajoute à la pression? Oui, la pression, ouais. Oui, ça ajoute beaucoup. Oui. Mais petit à petit, je me suis dit, OK, là tu vas péter aux frettes, là. Tu sais, à un moment donné. Ben oui. Fait que progressivement, je m'obligeais à prendre mes pauses, puis tu sais, tout ça. Est-ce que t'as développé est-ce qu'à un moment ou à un autre, t'as développé une forme de colère envers l'organisation de tout ça, justement? Oui. Des fois, ça m'arrivait de regarder, mettons, ce que je faisais, puis de me dire, hey, non, c'est pas des bons soins palliatifs de qualité, ça, là. Des fois, j'ai été déçue de ça. Puis, tu sais, même en me regardant moi-même, puis, OK, qu'est-ce que t'aurais pu faire? Qu'est-ce que t'aurais pu faire plus vite, plus... Oui, mais aller vite puis accompagner quelqu'un dans la mort, ça va pas tellement ensemble, ça marche pas, là. Fait que t'étais-tu dans un... Est-ce que... Parce que, mettons, moi, je me connais, si j'avais été dans cette situation-là, j'aurais fait, ça n'a pas de bon sens, puis là, il faut qu'on s'organise, puis il faut qu'on... Je sais que toi, t'as milité aussi, mais pour d'autres choses, tu sais. Est-ce que t'étais... ce chemin-là était pas vraiment dans les options? Ça te venait pas? Ou? C'est pas... tu sais... Je trouve en général que c'est triste un peu à dire, mais le milieu infirmier est pas si mobilisé que ça. Par rapport à sa réalité, à ce qu'il pourrait... Mais encore là, de moins en moins, là, on voit de plus en plus des professionnels de la santé qui se lèvent et qui font comme « Hey, là, what the fuck, là, ça n'a pas rapport, là, tu sais. Et ces gens-là se font toujours taper sa tête par leur employeur, évidemment. Fait que petit à petit, on le voit qu'il y a un peu une espèce de grogne, là, puis de comme... On veut donner des bons soins. Oui, c'est ce que je trouve beau, c'est que chaque fois qu'on les entend, c'est pas... Ils disent pas genre moi, je vais tomber malade, alors que c'est vrai. Moi, je fais un burn-out. Moi, c'est hey, on n'est pas capable de soigner comme du monde, puis on vit mal avec ça, tu sais. C'est un peu comme pour les profs aussi, qui disent on n'est pas capable de s'occuper des enfants, des jeunes comme on voudrait, puis c'est assez beau, tu sais, comme cri du cœur, qui est vraiment... Ben oui, parce que, tu sais, c'est sincère en même temps, là, on sait ce qu'on pourrait donner comme soin, on sait c'est quoi le top qualité de soins qu'on devrait donner, qu'on devrait pouvoir donner aux gens. Puis là, des fois, on regarde ce que finalement on réussit à faire dans un corps de travail normal, dans ce qui est humainement possible, puis ça correspond pas, là.
Mais ça parle-moi, marche pas. c'est quoi les petites frustrations, les affaires les plus chiantes là, que t'étais là-dedans, t'étais comme Ouais. qui venait te chercher le plus? Je dirais la bureaucratie beaucoup. Tout ce qui est administratif, paperasse. Tu sais, il y a du prend du temps. papier partout. C'est pas normal, là. Il y a du papier partout dans les hôpitaux. Tu t'aimerais mieux passer ce temps-là auprès des patients? Ben oui. Le temps qu'on passe à faxer des feuilles, nécessairement, il y a des choses qui pourraient se faire plus rondement, là. Puis à part ça, Le manque de personnel. vous êtes toujours en surcharge? Oui. La plupart du temps, il y a vraiment beaucoup de travail. T'as-tu l'impression qu'il faut toujours courir? C'est ça le mode? Pas loin de ça. Puis, tu sais, on est comme entraîné au fait de... Parce qu'on sait que, tu sais, comme infirmière, tu as toujours ça en tête, mettons. Ça va péter dans quelques instants, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Au plus vite, au cas où que dans quelques instants, ça pète, tu sais. T'es comme toujours sous pression? Oui, tout le temps. Dans beaucoup de milieux, c'est ça l'ambiance. Là. Tu cours tout le temps, puis c'est toujours 3 actions en avance. T'es pas dans ce que tu fais. Ouais. Puis tantôt, quand tu parlais de notre façon de vivre la mort des autres, qui est aussi un peu comme... OK, fait qu'il faut faire ça. Oui. OK, c'est fini, je retourne à ma vie. Tu sais, Ouais. c'est comme si on était... Tout le monde était sur... Ben, Un essoufflement, comme... Ouais, c'est ça. Presque autogénéré, là, tu sais. Puis des fois, t'essaies d'en sortir, mais tout le monde autour de toi reste sur le... Fait que tu restes... C'est ça. À bout de On est souffle. perméable, là, tu sais, aussi à ça. Ben Puis oui. nos employeurs, les systèmes, nous poussent à ça aussi. Vraiment. Puis il y a peut-être un défaut de la qualité du ou de la soignante, là, que, tu sais, nous autres, notre profession, c'est de se donner. C'est de donner des soins, c'est d'être là pour l'autre, c'est d'offrir très confort, l'accompagnement. Fait que revendiquer, c'est pas nécessairement dans notre ADN ou dans nos fibres. Ouais, vous avez pas la posture habituelle. j'en veux plus pour moi, c'est pas Non. le point de départ, c'est ça? Non, pas en tout, tu sais. Tu deviens pas infirmière dans une visée comme ça. Qu'est-ce que tu souhaites au monde de la santé, aux infirmières, qu'est-ce qu'il faut? Du temps, puis de la paix. Tu sais, de la paix en dedans de soi, le fait de pas être constamment poussé. Puis je pense que les infirmières, en général, ont besoin de pouvoir vivre au quotidien ce pourquoi ils ont décidé d'être infirmières. C'est-à-dire, tu sais, être là pour l'autre, soigner, donner des bons soins, participer à soulager la souffrance des gens. Qu'est-ce que ça enlève aux patients, le fait que les infirmiers... Ben, j'ai l'impression que ça leur enlève la relation qu'ils pourraient avoir avec quelqu'un de vraiment soignant, là, tu sais, pas juste de donner du soin, là. Parce que... De donner du soin mécanique, ouais, là, si on fait juste donner des soins, ça devient laid ce qu'on fait, là. Parce qu'il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas Ouais. le temps pour mettre son humanité là-dedans. À la base, il y a beaucoup de cette beauté-là que nous, on a envie de vivre au quotidien, là, tu sais, on a... Dans la relation à l'autre, dans le fait d'aider son prochain, de... Ça enlève du bonheur, dans le fond. Oui, aussi, ouais. Puis ça, même, tu sais, même le salaire, à la limite, on s'en fout. C'est une importance secondaire. Par rapport au temps. Oui, par rapport au temps, puis aux ressources qu'on a, puis tu sais, on est toujours timé. Tu sais, comme là, je travaille à domicile maintenant, puis on a, tu sais, mettons, t'as 3h30 soins. Tel soin, ça prend 15 minutes, tel soin, ça prend une demi-heure et tout ça, là, tu sais, comme... Tout est timé comme ça. Ouais. Comme quand tu vas au garage, là... Alors que les humains sont tous différents, les ont des besoins différents. Ouais. Tu souhaites que quand tu te rentres chez ton patient, il aille pas pire bien, parce que s'il va mal, là, t'es dans la merde. Tu viens de scraper toute ta journée. Alors que c'est précisément là qu'il y a Oui. des besoins à combler. C'est ça, ouais. Puis si est-ce que tu souhaiterais qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une forme de mobilisation? Est-ce que tu souhaiterais que les travailleurs du milieu de la santé soient... Qu'on soit plus solidaires aussi, là, parce qu'il y a déjà ça, une espèce de... Parce que le fait de manquer de temps, d'être toujours coincé dans ce qu'on fait, ça peut, si on fait pas attention, encore une fois, désolidariser des gens, là, ou Ouais, des équipes. ça use l'empathie envers les autres. C'est ça. Par exemple, une équipe de soins peut être en calice qu'une de leurs collègues soit partie en burn-out. Pas comme tabarnak. Là, Parce on que est les dans autres la aussi se merde. sentent Là, menacés on de est ça. dans la merde, Ben tu sais. oui, je comprends. Mais Mais en même temps, ouais, c'est ça, c'est...
C'est un cercle C'est ce qui vicieux, vous menace là. toutes. C'est ça, dans le fond. C'est un cercle vicieux, tu sais. Fait que c'est comme si ça tombe comme des mouches, là, tu sais, dans les équipes de soins, là. Fait puis il y a un danger plus concret, là, qui est la privatisation des soins, là. Moi, ça me fait peur beaucoup. Puis en même temps, je comprends vraiment les infirmières qui décident de foutre le camp de ce merdier. Tu sais, je comprends. Tu comprends individuellement comment ça peut se passer, oui. ouais. Mais collectivement, là, on veut pas ça, là. Pourquoi on veut pas ça? On veut pas ça parce que les riches vont se mettre à avoir... à pouvoir mettre le grappin sur les soins, alors que les personnes les plus vulnérables, les plus pauvres, les plus désaffiliés, mettons, du système, va se retrouver avec les miettes ou ce qui reste. Moi, ça me dépasse, là. J'ai une vision de notre système de santé qui est plus beau que ça, mettons, là. Tu sais, à domicile, là, je vois des patients chez eux, donc dans leur milieu de vie quotidien. Puis des fois, c'est limite choquant. Tu sais, je pense à des maisons de chambre dans Mézeray, mettons, où tu dis, mais là, ça se peut pas qu'il y ait des gens qui vivent là-dedans, là. Ça se peut pas. C'est d'une insalubrité, puis de... Tu peux pas penser qu'il y a des gens qui vivent là-dedans, mais oui, ici, chez nous. Je regarde ça, je me dis, hey, une chance qu'on est là, à la limite, parce qu'on est ce qui reste quand t'as plus rien. J'ai pas l'impression que une société bonne puis droite peut vivre avec le fait qu'il y ait un pan de sa communauté qui vit dans la merde, puis que l'autre aille très bien, tu sais. C'est pas acceptable. C'est pas une belle valeur, c'est non. Ça? Ouais. Fait que c'est un attachement à des valeurs de... Oui, ben oui. Oui. C'est des valeurs qu'on a. Qui font partie de nous, en plus, qui sont là. On se sent pas bien. Même si on est bien, on se sent pas bien quand on sait qu'il y a de la misère à côté, puis qu'il y a quelque chose en nous qui file pas bien avec ça tout le temps. Non, puis tu sais, on a souvent le réflexe ou la tendance à justement ne pas regarder, juste pas regarder. Il y a probablement pas grand monde qui savent que ce que moi j'ai vu, mettons, à domicile, dans les quartiers très, très pauvres de Québec, là, tu sais, des patients, par exemple, tout seuls, parce que ça se peut être tout seul. Avoir pas d'amis, pas de fuck all, là. Ça se peut. T'es la seule personne qu'ils vont voir dans ce monde. C'est ça, ouais. Ça arrive là, plus souvent qu'on pense. Puis des cas de misère. Là. C'est comme plus juste de la pauvreté, c'est plus juste de la solitude, c'est de la misère. T'as-tu l'impression que c'est quelque chose qu'on pourrait, comme en tant que société, se mettre à accepter de plus en plus comme étant quelque chose de normal? Ben c'est un danger. Je perçois aussi un danger de clivage, dans le sens que, tu sais, il y a ces gens-là, puis il y a nous, tu sais. Faudrait pas faire ce clivage-là, tu sais, faut... Quand tu dis « puis il y a nous », là, mettons qu'on se demande qu'est-ce que ça apporte dans la vie d'une personne de vivre régulièrement l'empathie. On parle souvent d'érosion de l'empathie. Oui. Qu'est-ce que ça apporte à une personne dans ton travail? Toi, t'es une personne très empathique, tu l'as vécu dans ton travail aussi, tu sais. Ouais. Mais qu'est-ce que ça apporte? En quoi c'est nécessaire à l'humain? Ce qui me vient tout de suite, c'est la beauté. C'est du beau qui arrive dans la vie des gens qui se laissent absorber par ça. Ensuite, ben, ça donne du sens à ce qu'on est, à la personne qu'on devient, puis qui deviendra jamais rien s'il n'y a pas l'autre qui chemine avec lui, tu sais. C'est beaucoup ça de l'empathie, là. Ça revient à ce que tu disais tantôt sur les gens qui meurent bien. Ouais. Sont ceux qui souvent ont eu l'impression de léguer quelque chose aux autres, tu sais, beaucoup plus que d'avoir acquis dans ta carrière tel standing. Ou, c'est souvent... Oui, vraiment. Parce que, tu sais, à la toute fin, là, quand tu t'en vas à la base, c'est ça qui reste, là. C'est pas tes réalisations ou ton succès en amour. Ou, ça n'a plus d'importance, là. C'est comme si la richesse que tu peux garder jusqu'à la fin, c'est celle d'avoir donné. Ouais. Ce que t'as entretenu avec ton prochain, avec tes proches. Dans notre rapport à la mort, qu'est-ce que vers quoi t'aimerais qu'on évolue, nous autres, les Québécois? J'aimerais ça qu'on retourne, un peu comme le mouvement qui est en train de se créer avec l'accouchement maintenant, qu'on retourne vers l'aspect naturel de ça.
vers l'aspect aussi, il y a quelque chose à vivre dans l'expérience de mourir. T'sais. Il y a vraiment quelque chose de beau là-dedans. À vivre ensemble aussi. Oui, à vivre ensemble. C'est un beau projet. Oui. Ouais. Merci Jacinthe. Ça fait plaisir. C'était vraiment intéressant. On vient d'entendre Jacinthe qui a passé beaucoup de temps au chevet des mourants. Là, on va entendre Gilles qui passe beaucoup de temps au chevet de bien du monde, mais qui passe aussi du temps au chevet des morts. Il y a plein de monde qui disent de Gilles Kegel que c'est un saint ou un ange. Son surnom, c'est l'infirmier de la rue. Si tu passes dans Saint-Roch, c'est sûr que tu vas le voir. Il est tout le temps dehors. Il se promène d'une résidence, d'un HLM à l'autre. Il les connaît toutes. Sa géographie de la ville, de chaque personne isolée, démunie, qui, en gros, vieillit seule ou vieillirait seule dans la pauvreté et l'isolement et la souffrance psychologique de la solitude, avec des problèmes de santé, si ce n'était de Gilles Kegel et de toute l'espèce d'empire d'amour qu'il a bâti dans le centre-ville de Québec, lui et ses bénévoles, qui vont prendre soin à domicile de toutes ces personnes-là. C'est un homme tout petit, tout mince, qui a l'air de rien et qui a un cœur immense comme la ville, qui est plein d'amour. Quand j'étais ado, il est venu à mon école secondaire pour nous parler de ce qu'il faisait, puis pour nous parler de sa vie aussi. Puis à un moment donné, lui, il est bien religieux, là, il croit en Dieu, tout ça, puis il a eu l'occasion de croiser Mère Teresa. Je pense que c'était à Québec, je suis pas sûre. Puis il nous a raconté à la gang d'ados qu'on était qu'il s'est jeté à ses pieds pour dire « Amenez-moi avec vous, je veux aller travailler avec vous à Calcutta, je veux aller soulager la souffrance là-bas. » Puis il dit « Elle m'a regardé. » Puis dans son regard, il y avait quelque chose qui disait « Gilles, la misère est juste ici, chez toi, à côté de toi. Faut juste que tu t'ouvres les yeux pour la remarquer, puis t'as de quoi faire ici, chez toi. » C'est comme si, dans le fond, elle voulait déséroder son empathie, parce que quand on s'ouvre les yeux, il y a bien du monde autour qui ont besoin d'aide. Mais bon, Gilles Kegel fait pas juste des soins à domicile et de l'accompagnement avec les gens, les vivants un peu isolés du centre-ville. Il prend soin de ces gens-là jusqu'après leur mort. 2 fois par année, Gilles organise des funérailles collectives pour les dizaines de personnes ici dans la ville qui meurent et que personne ne vient chercher. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Gilles va nous parler de ça. C'est un travail qui est très dur, c'est imaginer. Les hôpitaux m'appellent. On travaille avec tout le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ça veut dire que c'est tout le système de la santé au complet. Donc, les hôpitaux, que ce soit les urgences, que ce soit les soins intensifs, ou que ce soit sur des étages d'hôpitaux, il y a des gens qui sont seuls, qui retournent à domicile. Alors, souvent, ils sont à risque. Problèmes cardiaques, problèmes respiratoires, des gens en soins palliatifs qui veulent retourner chez eux. Les CLSC font leur part, mais c'est nous autres qui font le plus gros, parce qu'on se dérange plus souvent que le CLSC, à cause qu'on est plus souple à se déranger à n'importe quelle heure de la journée. Ils vous appellent quand ils savent que, par exemple, il y a un mourant qui n'a pas, oui, qui a pas de famille, qui n'a pas de... c'est ça, exactement. C'est ce qui est arrivé la semaine passée. Alors, même, il y a même la journée où j'ai reçu une médaille, justement, c'est arrivé en même temps, où j'ai pas eu le temps d'aller le voir. J'ai dit, dans l'après-midi, à l'Hôtel Dieu, je vais y aller en soirée, mais après avoir reçu la médaille, j'ai fait un appel comme quand il était décédé. J'ai même pas pu l'accompagner. Avez-vous regretté d'être allé à l'Assemblée nationale? Ben, on souffre toujours de culpabilité à quelque part quand on n'est pas là. Même si je contrôle mes émotions, parce que il faut les contrôler, nos émotions. Oui. Surtout quand on les trouve morts à domicile. Ça fait au-dessus de 200 que je trouve morts à domicile. Là. C'est cruel, c'est épouvantable. C'est déjà un risque. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entrez? Puis... Ben, c'est sûr que c'est pas comme les policiers, c'est pas comme les ambulanciers qui arrivent en gang, là. Moi, je suis tout seul. Je suis tout seul. Alors, la première chose que je fais, ben, je vérifie. Alors, on voit bien, d'après ce que je vois, là, on voit bien, on a juste à leur toucher qu'ils sont décédés. Mais ce qui est épouvantable, c'est quand ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'ils sont décédés, puis on entend des mouches voler, là, dans l'appartement. À ce moment-là, on dirait que leur esprit est encore là. J'ai à vivre ça, là, c'est épouvantable, hein. La personne est devant moi, il est décédé, mais j'ai l'impression qu'il est là encore. Ça, là, c'est ça, ça donne des frissons. Là, je téléphone tout de suite aux policiers, ambulanciers, et puis c'est pas long qu'ils viennent. Mais à ce temps-là, je reste là. Mais ce qui est épouvantable, c'est que eux autres s'en vont, mais ils constatent le décès.
Ça se fait avec un coroner à distance maintenant. Et puis, le constat est fait, mais là, ils s'en vont. Ben, moi, j'appelle l'épine cloutier. Ben oui, mais à condition que je reste là. Là, j'appelle l'épine cloutier de venir chercher le corps, mais il faut que une fois, je reste 2 heures, 3 heures avec le corps. Alors, essayez de vous imaginer, c'est troublant. Puis vous faites quoi? Est-ce que vous essayez de prier? Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Oui, ça arrive des fois, mais j'ai toujours un livre avec moi. Et puis, des fois, ben, je m'occupe à d'autres choses. Des fois, je triche. C'est arrivé une fois, j'étais avec un bénévole. On l'a trouvé mort. Il y avait un show. Et puis, là, les pins cloutiers, ils ont dit, c'est arrivé vers, mettons, 3 heures l'après-midi. Les pins cloutiers ont dit, on ne pourra pas y aller après le souper le soir. Je dis au bénévole, regarde, je pense qu'on va aller souper, là, on va fermer la porte, il ne bougera pas, là. Son chat est avec lui. Oui, en plus. Alors, on est parti souper. Puis c'est ça, c'est sûr, ça dérange à quelque part. Tu es en train de manger, tu passes à l'autre, puis on est revenu. C'est sûr, il est encore à la même place, là. Oui. Mais les pins cloutiers, je les ai appelés juste après, là. Certains n'ont pas venu le chercher. Puis pourquoi c'est important de pas laisser les gens dans la solitude, même dans la mort? Pourquoi c'est important de s'en occuper? C'est le respect. Moi, j'ai eu un grand respect pour mes parents. Je dois avoir un grand respect pour même les inconnus qui sont souffrants, seuls, abandonnés, sans famille. Des gens qu'on côtoie régulièrement. J'en ai un qui était opéré à cœur ouvert, il était à risque, on va le trouver mort. Les médecins l'ont dit, mais il veut rester chez eux absolument. Et puis, lui, il n'a pas le téléphone. Alors, on travaille vraiment avec des personnes démunies à l'extrême. Pas de téléphone, à risque, avec des problèmes de santé. C'est très dur. C'est dur pour l'équipe aussi. Ici, ils parlent des fois, ils sont épuisés. On a ici, là, qui travaillent plus fort que d'autres physiquement, parce qu'on a des maisons d'handicapés aussi, là, juste au coin. Prochain coin de rue, Salut du Pont, une maison d'handicapés. On a 25, là. On a qui sont amputés même des 2 jambes. Alors, il y en a qui sont aux couches. Alors, il faut faire des transferts. Puis les transférer dans leur chaise ou vice-versa, mais il faut les laver tous les jours. Je pense à Nicole, un cas parmi des centaines. Nicole, on l'a gardée chez elle, c'était de la taxi de Charlevoix, qui ressemble à de la taxi de Fred Reich. Et puis, ils sont complètement paralysés, mais ça se détériore très vite. Il vient un temps qu'il n'y a même plus de tonus. Nicole, ben moi, elle était grande, puis moi, je ne suis pas grand, mais j'ai réussi à faire les transferts. On a des techniques quand même, là. Et puis, je me suis crevé à l'aine une fois. Alors, c'était urgent, très urgent. J'ai été opéré quelques jours plus tard. On a des médecins qui travaillent ici. Alors, c'est pas long, hein. Aussitôt qu'ils ont vu ça, ils ont communiqué avec un chirurgien, vite, ça presse, j'ai le besoin. Il guérissait le vite, on en a besoin. J'ai été opéré, tout de suite après, je suis allé travailler. Alors, mais quand souvent on parle, tu sais, des gens ont beaucoup d'empathie. Certaines personnes ressentent beaucoup d'empathie pour les gens seuls, les gens qui vivent dans une forme de misère moderne. On ressent. Oui, c'est ça. Mais ce que je trouve beau de votre action, tout est très inspirant, mais que même au-delà de la mort, parce que les services publics vont dire, bon, il est mort, il n'y a plus besoin de personne, on va traiter ça de façon cavalière. On est très sensible. Mais pourquoi c'est important, c'est-tu une valeur spirituelle? Les deux. Oui, les deux. C'est l'humanité, le respect de l'humain. Et puis le côté spirituel, c'est sûr, c'est la formation que j'ai eue tout jeune, parce que moi, je suis venu au monde chez ma grand-mère, c'était le temps de la guerre. En 1942, mon père était militaire, mes grands-parents étaient fondateurs de la Légion canadienne, c'était des pronovos. Alors, j'étais toujours plein de militaires. Ma grand-mère était infirmière, elle travaillait pour la Croix-Rouge, elle faisait des soins à domicile. Donc, en partant, dès l'âge de 3 ans, elle me traînait partout, là, elle m'assoyait d'un coin pendant qu'elle soignait des gens à domicile. Alors, j'ai grandi avec ça. Alors, il y a ça, ce côté-là, j'ai été imprégné par ce besoin, comme ma grand-mère m'a montré. Et puis, elle m'a montré à multiplier les actes de charité tout jeune. Alors, c'est tout ça en même temps. Alors, c'est le côté spirituel, c'est l'âme, l'esprit, mais c'est le côté aussi, là, on ne l'a pas, c'est une vocation. Puis, d'après vous, qu'est-ce qui fait que une société ou une communauté, que ce soit le quartier, le peuple, que le monde puisse en venir à des situations où il y a des gens qui sont laissés tout seuls au point où ils sont presque abandonnés, ou s'il n'y avait pas des organismes puis des bénévoles puis tout ce monde-là qui ont le cœur sur la main puis qui disent on les laissera pas tout seuls, ils seraient abandonnés, Qu'est-ce que ça dit sur nous autres comme société, ça?
Des gens qui meurent tout seuls. Il faut sensibiliser de plus en plus le monde à leur entourage. Je vais te conter une chose. Une fois, moi, on a des bénévoles à Montréal. Il fallait que j'aille les voir. Et puis, avant de partir, j'en ai un dans un HLM. Il était à risque de tomber. Ça lui arrivait de faire des chutes. J'ai juste demandé aux voisins d'en face, gars, je m'en vais à Montréal. Tu pourrais-tu de temps en temps aller vérifier s'il sera pas à terre? Il m'a répondu, j'ai assez de prendre soin de moi sans prendre soin des autres. La société, c'est ça, hein? Sa vie, un pour soi. Mais il y en a qui ont beaucoup de cœur, qui vont nous aider, qui vont nous appuyer, qui vont venir avec nous autres. Mais qu'est-ce qui c'est fait l'éducation. Vous pensez que c'est l'éducation? L'éducation des gens, leur sensibiliser avec la télévision, le besoin des autres. Les gens, je pense que ça dérange. Ça dérange. La misère, le problème dérange? oui, ça dérange les gens. Ils veulent pas vivre des émotions. C'est trop difficile parfois, vivre des émotions. Puis entrer en relation avec la souffrance de l'autre, c'est vivre des émotions. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est ça. Mais les gens, s'ils sont pas capables de le faire, ils vont être généreux. Ils vont donner, ils vont faire des dons. Alors, ils compensent. Alors, pour eux autres, ils ont fait de quoi? Mais il y a des vocations, il y a des belles vocations. Ici, c'est incroyable. Les jeunes filles, les jeunes hommes qui ont trouvé leur voie. Moi, je fais le tour des hôpitaux. J'arrive, on voit les malades. Il y a des médecins, des infirmières, des préposés qui sortent, qui viennent me donner la main. Ah oui, si vous êtes une vedette, hein? Non, mais pour te montrer, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Pas parce qu'ils ont fait des stages ici, c'est parce qu'ils m'ont vu à la télévision, ils m'ont vu, j'ai des livres, je t'ai envoyé mon livre. Ils m'ont vu, ben, ça les sensibilise. Ils savent pas ce qu'ils s'en vont dans la vie, et tout à coup, ils se tournent de bord, puis ils deviennent médecins, infirmières. J'en ai une du Collège Jésus-Marie. Elle, je lui ai demandé d'aller ouvrir notre maison de Montréal parce qu'on l'a aidée à être infirmière. Elle est devenue infirmière, elle est allée ouvrir la maison à Montréal. Elle est tombée amoureuse en urgence avec un médecin. Ils sont allés ouvrir une clinique pour sidéens en Afrique. Alors, ça part d'ici. Wow, ça, on voit ça souvent. C'est un héritage qui se répand. C'est ça. Puis même, moi, quand j'étais ado avec mon école, l'école vous avait fait venir nous parler, puis on avait fait une journée de bénévolat avec vous. Oui. Puis je m'en souviens, là, comme si c'était hier. Là, ça m'a vraiment marqué. Puis je me dis maintenant, en me rappelant ça, qu'on nous faisait un peu croire qu'on allait aider des gens. Puis on faisait un peu, on a fait du ménage un peu, on a parlé avec des gens. Mais en fait, je pense que c'est nous qui étions... Ça vous a aidé à quelque part. Oui, ça nous a beaucoup nourris, ça nous a sensibilisés, ça nous a fait grandir, poser des questions. Puis je me dis, c'est pas juste. Souvent dans la société, on va dire, les plus mal pris ont besoin de ceux qui vont bien. Mais je pense qu'on a les deux côtés, on a besoin d'entrer en relation parce que ceux qui vont bien en apparence souvent, mais il y a comme quelque chose au fond de soi à toucher, à entrer en relation avec l'autre qui en a besoin. Oui. Puis ça, c'est quelque chose que vous apportez puis qui est vraiment précieux. Puis peut-être pour finir, je voudrais imaginer, parce que j'ai encore jamais assisté, c'est quoi quand il y a des funérailles collectives puis que les gens viennent, il y a des gens qui viennent assister à ça. L'église est pleine. Racontez-moi, dites-moi c'est quoi l'ambiance, comment sont les gens, comment ça se passe? Bien d'abord, premièrement, avec des enquêteurs, on fait des recherches quand c'est pas nous les nôtres, parce qu'on connaît les familles des nôtres. Quand c'est des cas non réclamés, on essaie d'avoir des familles, on essaie de les trouver avec des enquêteurs. Souvent, on les retrouve après 40 ans où il n'y avait aucune nouvelle de la personne décédée. Ils sont à l'église, il y en a qui pleurent, bien sûr. C'est très touchant. Puis les bénévoles, nous autres, on ressent une espèce de... on est heureux de voir que le respect qu'on a pour ces gens-là qui ont vécu, ça avait des corps comme nous autres, ça avait un cœur, ça avait un esprit, ça avait une âme. Ils sont là, bien sûr, c'est juste de la poussière, c'est des cendres, mais quand même, pour nous autres, c'est des êtres vivants qui sont encore là. Et puis à l'Église, on les sent. On les sent à l'Église, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis il y a des gens, c'est incroyable. Je donne un exemple. L'année passée, on a une femme qui m'appelle, elle pleurait au téléphone. Elle dit, Monsieur Keg, elle dit, là, je sais pas quoi faire. Elle dit, hier, on est arrivé avec mes 2 enfants à domicile, puis mon mari s'était accroché. Il s'était pendu. Imaginez-vous les enfants, les adolescents, quand ils ont vu leur père accroché. Alors c'est ça, j'ai dit, je suis à tout, là, je m'en vais vous voir tout de suite. On a fait des funérailles, imaginez-vous comme ça pleurait à l'église. Là. Alors c'est ça. L'église, il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a de tout. Là.
Puis une espèce de libération qui se fait aussi. On a besoin de vivre ça. Puis tout le monde, comme toi, si tu veux le vivre, on l'a fait vivre à des ministres déjà. Évidemment, les unes sont toutes en arrière. Là, il peut en avoir 40, là, parce qu'on s'attend à ça. Là, j'en ai 8 déjà décédés depuis octobre. Alors, je nomme des gens pour prendre l'une avec la photo, quand on peut trouver une photo que je fais agrandir, puis la fleur, une rose qu'on met sur chacune. Puis là, le curé s'en vient en arrière, il fait les prières. Puis là, je demande à tout le monde que j'ai désigné pour porter l'une fleur, ça prend 2 personnes, d'aller les chercher. Alors, tout le monde sur le groupe avec les unes. Ça, c'est des belles expériences à faire, ça. Puis là, après ça, pendant la cérémonie, le curé me demande de prendre la parole. Je parle de chaque personne qui est décédée. Je vais chercher toutes les informations. Et puis ça aussi, ça trouble à quelque part, là. Et puis la personne qui porte l'une, qui ne savait pas qui était cette personne-là, ben, ils ont des surprises bien souvent. Ah, j'imagine. Des fois, on ne connaît même pas le nom du père et de la mère. Ça va jusque-là. Ah oui. Alors, c'est assez impressionnant. Puis au cimetière, ben, on n'est pas nombreux, on est toujours une vingtaine à peu près. Là. On fait ça dans l'intimité. Puis on les porte, on met les urnes en terre? Oui, c'est nous autres qui fait ça, ah ouais. avec l'épine cloutier. Je peux-tu prendre la peine? Oui, vas-y. Oui, allô? Oui. Ben, je pense que oui. Est-ce qu'il reste dans le Ville-Vanier? Bon, écoutez, pouvez-vous appeler ma secrétaire présentement? Dites-lui son nom, le numéro de chambre où il est à l'Hôtel-Dieu. Ensuite, son adresse sur la des Chênes. Là, je pourrais aller voir sur place, là, avec le concierge. Ouais, si on ne pourrait pas rentrer, pour essayer de trouver quelqu'un, des numéros de téléphone. Parce que quand je suis allé, c'est appelé le numéro de téléphone. Merci, bonjour. Chez l'Hôtel-Dieu, c'est le médecin. Alors, c'est comme ça tous les jours. Il y a quelqu'un en soins palliatifs, il va mourir. Ils savent qu'il y a 2 enfants, mais il n'est plus capable de répondre. Le médecin est mal pris. Alors, c'est elle qui appelle au bureau. Pour que quelqu'un y aille? C'est moi qui vais y aller ce soir, c'est ça, voir qu'est-ce qu'on va faire. Là, c'est sûr, c'est une autre qui va réclamer le cadre. Si ça se finit comme ça. Merci. L'espoir fait vivre ou bien crever, ou bien crever. Tu m'abandonneras pas, je le sais. J'espère que ça vous a parlé un peu, puis j'espère que, comme moi, vous avez envie que la mort refasse partie de nos vies. Ça fait bizarre dit de même, là, mais je pense que c'est pas sain d'invisibiliser la mort et la souffrance comme ça. Je pense qu'il faut mélanger à tout le cheminement vers la mort, pendant la mort et après la mort, à la vie des gens, à l'amour qu'on a pour les gens. Puis on sait tous, suffit d'avoir connu une personne qui est décédée pour savoir que c'est bien inquiétant de dire cette personne-là continue de vivre en toi, mais c'est vrai, on porte en nous tout ce qui, de nous, a été fabriqué par les autres, même une fois que ces autres-là s'en vont. On est un animal social, collectif. Quand on fait des soins, quand on accompagne avec amour, avec lenteur, avec tendresse des gens vers la mort, quand on vit avec eux leur mort, puis quand on vit aussi leur funérailles après, tout ça, c'est autant pour nous que pour eux qu'on le fait. On prend soin de ce qui en nous vient de ces gens-là. Ce qui en nous a été créé, fertilisé par les gens qui sont morts autour de nous. Prendre soin de ça, c'est prendre soin de soi aussi. Puis c'est démystifier un peu cette chose-là qui va toutes nous arriver. Puis je suis sûre que ça va jouer sur notre angoisse et nous faire du bien. Fait que c'est ce que je souhaite, en tout cas, bien humblement. Je souhaite aussi, et là, moins humblement, je trouve qu'il faut exiger que tout ce que l'État fait à travers les salaires des infirmières, des préposés, des gens qui prennent soin des mourants, doit être honoré mieux que ça. Genre, faut que nos gouvernements fassent de quoi de mieux, là. Si tu peux pas juste dire, vu que les personnes les plus vulnérables ou que les mourants ont moins d'énergie pour se battre, c'est moins grave si on met pas vraiment d'efforts ou d'argent là. Non. Les gens qui accompagnent les gens vers la mort sont des gens qui, comme vous et moi, ont besoin
gagner leur vie, d'être respectés dans leur travail, de sentir que l'expertise qu'ils ont en est une vraie expertise. On a tellement besoin d'eux, puis avec le vieillissement de la population, on va avoir besoin d'eux de plus en plus. Fait qu'il est vraiment temps que quelque chose se fasse de ce côté-là. La musique que vous avez entendue pendant cet épisode, c'est La mort de Zen Bamboo, Coloscopie de Brunemer, qui est un groupe de Québec, Mort de Franck Custeau. L'épisode que vous venez d'entendre a été mixé par le Mixbus Studio, un couple de très joyeux et très intéressants lurons qui se promènent dans son autobus, invitent toutes sortes d'artistes vraiment tripants à enregistrer dans leur studio autobus. Vous allez en entendre parler, c'est sûr. En tout cas, vous allez en entendre parler dans notre podcast parce que c'est rendu qu'ils collaborent avec nous puis c'est vraiment trippant. Merci d'être là, vous deux. Salut tout le monde, à la prochaine! Je sais que je vais mourir un jour. J'ai pas envie que ce soit maintenant. On va mourir chacun notre tour. On s'en sortira pas vivant.